Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Art Code. Dans cette chaîne, nous apprenons la programmation, en particulier la programmation web, à partir de projets réels. Et dans cette chaîne en particulier, je vais utiliser un projet réel dans lequel nous allons aborder, bien à partir duquel nous allons aborder plusieurs thèmes. Et je vais faire évoluer ce projet pour qu'il soit, je peux dire, le plus moderne possible. Mais là, c'est-à-dire donc, pour atteindre cet objectif, on va partir d'une version 1 et ensuite on va aller à la version 2 ou 3. Mais déjà, cette vidéo en fait concerne le début de la version 1. Donc, partir d'un projet, le projet dont je vais vous parler, ça s'appelle, je l'ai en tout cas appelé le projet syllabique. C'est en fait l'apprentissage de la lecture à partir, bien grâce à la méthode syllabique. Et pourquoi j'utilise ce projet? Parce que ce projet vraiment me permet d'aborder plusieurs thèmes. Et je vais partir dans sa version 1. On va utiliser, bien, on va seulement utiliser les bases, en fait, du développement web. On va parler de HTML, CSS, JavaScript et JSON. Donc, pour moi, ce sont les bases du développement web. On va vraiment créer la version 1 de cette application avec ces 4 éléments, bien ces 4 technologies de base de la programmation web. Donc, sur ce, je vous demande donc d'être très attentif et sans plus tarder, je vais essayer de vous expliquer en fait le projet. Hein, parce que la première chose, quand vous êtes un programmeur, que vous soyez dans un que vous fassiez partie d'un très grand projet, ou bien d'une très grande corporation ou bien d'une petite corporation, la chose la plus importante, bien la première chose que vous devez avoir à l'esprit est de comprendre, de définir le périmètre de ce que vous allez faire. Et quand je parle du périmètre de ce que vous allez faire, c'est vraiment de déterminer exactement ce qu'on attend de vous, bien ce que vous voulez produire comme résultat, ce que vous voulez avoir comme fonctionnalité. Donc, il est très important pour un programmeur de circonscrire son travail, hein, de le circonscrire et ensuite le structurer. La circonscription du travail, donc, passe par selon moi, parce que ici il ne s'agit pas juste d'une seule tâche, parce que même si on vous donne une tâche dans ce travail, vous devez quand même essayer de comprendre, de discuter avec votre responsable si vous êtes dans une entreprise, mais si vous souhaitez travailler dans une entreprise, d'essayer de discuter avec le responsable du projet, bien du produit, de lui demander en fait quelles sont les limites, qu'est-ce qu'il veut voir comme résultat, et vous définissez ça, bien qu'est-ce qu'il veut voir comme sortie à partir de votre travail, à partir de ce que, en tout cas, de la tâche, à partir de la tâche qu'on vous a demandé de faire. Donc, ici, si vous regardez, j'espère que vous voyez bien l'écran là. Ici, il y a donc le projet. J'ai fait ce qu'on appelle un use case, un diagramme de cas d'utilisation en français. Et le diagramme de cas d'utilisation ici nous permet de, je peux dire, de circonscrire le projet, de définir un peu une partie du périmètre du projet. Donc, ici, ce sont les fonctionnalités. Il faut voir la méthode syllabique, en fait, c'est une méthode qui a été longtemps utilisée. Moi, c'est avec cette méthode que j'ai appris à lire. Donc, vraiment, c'est une méthode très efficace et qui permet même à celui qui a des difficultés en réalité de détecter comment on dit, les syllabes, de connaître bien les lettres, de détecter les syllabes, de savoir, de mémoriser en réalité comment fonctionne le système de lecture. Vous voyez. Donc, ici, je vais vous expliquer donc le projet. Il y a donc, c'est un enseignant. Le projet, c'est un enseignant qui veut enseigner la lecture à ses élèves. Ça peut être des adultes, hein, mais je pense plus ici aux enfants. Donc, l'enseignant est là. Ce qu'il veut faire, c'est il veut afficher toutes les lettres de l'alphabet, il veut être capable d'afficher toutes les lettres de l'alphabet. Il veut aussi être capable d'afficher seulement les consonnes
être capable d'afficher seulement les voyelles, être capable d'afficher les syllabes. Hmm? Donc, veut pouvoir dire A, veut pouvoir dire ba, bo, b, bébé, lu, bu, veut pouvoir expliquer, montrer ces syllabes à quoi, pour que les enfants, bien les apprenants, puissent voir à quoi correspondent les sons qu'ils qu'il prononce. Et ensuite, l'enseignant veut quand même avoir une partie de jeu, une partie du projet, bien de l'application, dans laquelle il pourra jouer avec ses élèves. Parce que le jeu aussi permet aux personnes de mémoriser les choses sans être stressées, en fait. Donc, ça diminue un peu le stress de l'apprentissage. Donc, il veut être capable, par exemple, de faire des jeux, connais-tu cette lettre, c'est-à-dire, le jeu va permettre d'afficher les lettres, par exemple, au hasard. Les gens vont dire, oui, ça c'est telle lettre, ça c'est cette lettre, ça c'est telle lettre, ça c'est telle lettre. Donc, est-ce qu'ils peuvent connaître vraiment les lettres? Parce que, en tout cas, est-ce qu'ils peuvent identifier les lettres sans, sans qu'on le leur demande, bien sans qu'on ait une structure particulière? Donc, les lettres au hasard, en fait. Donc, et le deuxième jeu, c'est peux-tu prononcer cette syllabe? Est-ce qu'ils sont capables de prononcer ces syllabes qu'ils voient, par exemple? Et aussi, l'autre point, c'est peux-tu lire ce mot? Là, c'est vraiment des mots qui, qui sont affichés aussi un peu au hasard. Donc, c'est un peu ça le projet. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire toutes les fonctionnalités. Peut-être il y a certaines fonctionnalités dont on n'aura pas besoin, mais c'est en gros ce que l'enseignant veut. Vous voyez, c'est un projet, considérez que c'est un projet qu'un enseignant veut et il a proposé le projet à sa direction et la direction a accepté de lui accorder cela. Donc, ils ont fait lancer un projet, ils ont lancé un appel à projet, bon, quelque chose, un appel d'offres, quelqu'un s'est présenté, c'est moi, pour expliquer, bien pour développer ce projet. Donc, et maintenant, dans le périmètre de projet, il faut toujours essayer de voir les fonctionnalités qui ne seront pas couvertes du tout. Parce qu'il faut pas, il y a des choses qu'avec l'expérience, peut-être vous saurez anticiper. Et il est très important pour vous et pour tout programmeur, pour tout manager de projet, de comprendre et de savoir, de connaître vraiment ce qui ne va pas faire dans le projet. Ouais, surtout selon le temps qui est fixé, selon peut-être les besoins qui sont déterminés. Hein. Il y a donc l'authentification à l'application. On ne va pas faire l'authentification, c'est-à-dire que l'enseignant ne sera pas obligé d'entrer son nom, son prénom pour vraiment accéder à l'application. Personne ne sera obligé de le faire. Il n'y aura pas d'authentification, il n'y aura pas de connexion à l'application et il n'y aura pas d'envoi de courriel de notification. Donc, vous n'aurez pas à, à expliquer cela, en fait. Vous n'aurez pas à le faire dans le projet. Et aussi, il n'y aura pas de caractères spéciaux. On ne va pas aborder la partie des caractères spéciaux. On ne va pas donc écrire les CD, les versions légumes, mais l'enseignant pourra aborder ces sujets, bien ces sujets lui-même avec ses élèves s'il le trouve nécessaire. Donc, c'est vraiment l'apprentissage basique de la lecture, mais l'enseignant pourra aborder cela lui-même, ces nuances lui-même avec ses élèves. Et il n'y a pas l'aspect sécurité de l'application. Donc, on ne va pas aborder l'aspect sécurité, tout ça. Bon, j'ai parlé de l'authentification, mais il y a aussi la sécurité, peut-être la prévention contre les pirates informatiques, l'injection de code et tout ça. Il n'y aura pas cet aspect. Donc, le prochain, sans plus tarder, je vais donc passer au HTML en tant que tel. Donc, ici, dans ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, il y a donc le HTML, c'est-à-dire la page HTML. J'espère que vous la voyez ici, normalement à droite, à gauche de votre écran, bien, je sais pas, mais en tout cas, la page HTML avec le fond noir. Ça, c'est la structure de base d'une page HTML. Et je vais vous expliquer un peu rapidement
la structure de base d'une page HTML. Et avant même d'aller dans cette structure de base, je vais vous montrer la structure du projet. Et la structure du projet, j'espère vraiment que vous pouvez voir correctement. Je vais essayer d'agrandir. Donc, j'espère que vous voyez un peu mieux, même si c'est un peu flou. Donc, dans le projet, voici en fait le projet que vous allez mettre dans, je peux dire, dans votre serveur. Mais ici, je n'utilise pas un serveur web. Vraiment, je travaille en local, je n'utilise pas un serveur web. Je n'utilise même pas, même un serveur web local, je n'utilise pas. Parce que c'est du HTML, ça s'affiche facilement, bien automatiquement dans le browser, dans le navigateur. Donc, le projet est structuré comme ça. Il y aura donc le fichier en bas, c'est le fichier index que vous voyez là. Le fichier index que vous voyez là, vraiment, c'est le fichier d'entrée du projet. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va taper, par exemple, syllabic.com, supposons, c'est ce fichier-là qui va afficher les données principales, les données de base. Et ensuite, j'ai créé un dossier JSON. Ici, il y aura vraiment les fichiers JSON. Je vais essayer d'expliquer un peu plus ce que c'est que JSON. Mais c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut être capable de comprendre un peu ce que c'est, la structuration et tout. Et ici, JS et JavaScript. Donc ici, il y aura des fichiers JavaScript, tous les fichiers JavaScript que je vais créer. Mais peut-être aussi, je n'aurai pas besoin, bien peut-être, je ne vais pas créer directement les fichiers JavaScript je vais pas mettre, peut-être je vais mettre le JavaScript directement dans le code, mais il est conseillé de mettre vraiment le JavaScript, de créer les fichiers à part. C'est plus intéressant, c'est plus facile ensuite à maintenir. Donc, il y a le fichier, le dossier image, dans lequel je vais mettre toutes les images. Si j'ai besoin d'images, par exemple, de fond, je vais mettre ça, je vais mettre les images là ici. Et le fichier CSS, vraiment, c'est un fichier très important pour la mise en forme complète du site internet. OK? Bon, donc, quand je dis cela, je vais maintenant dans ma page, je vais maintenant dans la page HTML. OK? Ici, quand vous voyez dans le fichier, vous voyez ma page HTML, vous voyez ici ma page HTML. Ce que vous devez comprendre, c'est que je vais aussi vous expliquer la structure d'une page HTML, okay? Surtout pour les débutants. Donc, dans la structure de la page HTML, c'est quoi? Quand vous regardez la page HTML que vous voyez en face de vous là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un doctype. Okay? Le doctype, c'est tout simplement, bon, c'est toujours la première ligne du fichier. Mais en réalité, vous pouvez dire que, par exemple, créer un fichier .html. Si par exemple, j'enlève tout ce qui est là, donc si par exemple j'enlève tout ce qui est écrit là, j'écris tout simplement ma page HTML, peut-être sans balise, ok? Sans balise. Bon, et je sauvegarde et je recharge la page. Ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir ma page HTML sans balise, comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, c'est que vous ne pouvez pas mettre cette page en forme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre ce texte en forme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre une partie du texte en gras, ça ne sera pas en tout cas compris. Donc, le plus important ici est de comprendre que le doctype est toujours la première ligne. C'est une page indispensable car elle indique que c'est bien une page web HTML qui est lancée. Ce n'est pas tout simplement un fichier. Donc, si vous n'avez pas le doctype, le serveur n'interprète pas cela comme une page HTML. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une balise en tant que telle, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez considérer que c'est une fausse balise. Vous voyez? Donc,
Avant, c'était vraiment, avant, le doctype était une grosse balise. Maintenant, avec le HTML5, c'est vraiment devenu simple. On a, bon, je dis une grosse balise, c'était pas une balise, en tout cas, c'était une fausse balise comme ça, toujours, mais il y avait beaucoup d'informations. Mais avec le HTML5, cela a été révisé. Hmm. Maintenant, je reviens à mon code de tout à l'heure. Donc, je sauvegarde. On voit toujours ma page HTML. OK. Donc, ce que je veux essayer de vous faire comprendre ici aussi, c'est que lorsque vous, euh, lorsque vous avez une page HTML comme celle-là, hein, lorsque vous avez une structure comme celle-là, donc vous voyez ma page HTML, vous voyez ici la balise HTML que vous voyez ici, donc que je viens de surligner là. Donc cette balise-là, cette balise-là est une balise très importante aussi. Donc, c'est à partir de... en fait, c'est comme la balise principale du code que vous allez mettre en bas. Donc, la première balise doctype HTML dit au serveur qu'il s'agit d'une page HTML. Et la balise HTML, elle englobe vraiment tout le contenu de la page HTML proprement dite. Donc, dans cette, euh, dans cette balise HTML, elle dit que, en fait, cette balise HTML dit au serveur que à partir d'ici, tu n'auras que des, tu auras des balises HTML en fait. Donc, interprète le reste de la page comme étant des balises HTML. Je peux dire ça comme ça. Donc, vous allez voir que la balise ouvrante, c'est là, et la balise fermante, c'est ici. Et les balises fermantes ont toujours un slash ici. Donc, vous voyez, vous allez voir, excepté le doctype ici, il n'y a pas de balise fermante. Mais les autres balises ici, le head a sa balise fermante. Bon, il y a aussi le meta qui n'a pas de balise fermante, mais généralement, vous allez voir que de balises comme celle-là, HTML, il y a une balise qui s'ouvre et une balise qui ferme. Ça veut dire que cette partie, c'est le bloc HTML. Head, ça c'est en tête. Ça veut dire que ça c'est le bloc d'en-tête. Et le bloc d'en-tête, il y a plusieurs éléments. Et c'est-à-dire dans l'entête, par exemple, l'entête head, c'est la section dans laquelle on donne quelques informations générales sur l'application. Hein. On donne quelques informations générales. C'est aussi là où on arrive je peux dire, à tirer, à mettre en lien, bien, à importer certains fichiers. Donc, dans l'entête, donc, on peut avoir, la section est généralement courte dans la section head là. Donc, on essaie de faire ça très court. Et ensuite, ces balises que vous voyez là, cette balise head là, elle est vraiment très importante dans le développement d'une application web. Donc, comme je vous ai dit, elle peut permettre d'importer certaines choses. Et on va le voir par exemple tout à l'heure avec la balise charset, meta, charset UTF-8. Donc, il y a aussi, mais avant ça, je vais quand même continuer avec la balise body. Dans la balise body, alors, c'est là où vous allez faire, vous aurez souvent faire le gros de votre travail, le gros de la structuration. En fait, ce qu'on voit dans une page HTML, c'est en tout cas est contenu dans la balise body. Comme vous voyez, body, on ouvre ici et on ferme avec le, le slash ici. Donc, c'est vraiment important. C'est ici que vous allez souvent beaucoup travailler. Donc, on va beaucoup travailler dans cette zone-là. Donc, je vais revenir ici à la balise, je peux dire méta. Il faut savoir que c'est une balise qui indique l'encodage entier du fichier HTML qui sera affiché. Et c'est très important parfois l'encodage parce que, surtout, si l'encodage, par exemple, n'est pas correct, bien si l'encodage ne correspond pas, en tout cas, il y a plusieurs techniques d'encodage. Et vous savez que on doit utiliser aujourd'hui, je vous conseille fortement d'utiliser
cette méta, cette char, cette UTF-8. Les autres, vous allez voir ISO 88, 59, quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup, il y a des centaines de milliers de types d'encodage. Mais je vous dis que il faut que votre fichier, quand vous avez méta char set comme ça, il faut que vous enregistrez votre fichier aussi avec cet encodage-là. Donc c'est aussi généralement, c'est dans l'éditeur de texte que, comme ici, j'ai utilisé mon éditeur de texte en passant, c'est VS Code. Beaucoup, quand je dis mon éditeur de texte, oui, c'est VS Code. Vous pouvez utiliser une Notepad, si vous voulez. Vous pouvez même utiliser le Notepad, le bloc-notes de base, si vous voulez. Mais je vous conseille fortement d'utiliser les éditeurs de code qui sont, comment on dit, qui mettent en forme le code. Donc, par exemple, quand ce sont les balises ici, ça va mettre en bleu. Donc, ça va essayer en fait de vous mettre les distinctions pour que vous puissiez rapidement identifier ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet aussi d'identifier parfois les erreurs très rapidement. Donc, vous allez voir ici, dans la balise head, il y a la balise title. Et dans la balise title, quand vous voyez les titres, par exemple ici, syllabiques, vous allez voir que, par exemple, quand je retourne, si vous allez dans la page, comment dire, oui, si vous allez dans la page web, ici, vous allez voir qu'il y a un titre, le titre syllabique ici, ok? Fichier local ou partagé. Bon, c'est le mot syllabique là, c'est le titre. Si je vais mettre ici, par exemple, syllabique V1, c'est-à-dire version 1, vous allez voir que normalement, et quand je recharge, ça, vous voyez ici, syllabique V1. Donc, la partie de titre là, c'est vraiment cette partie-là qui permet de définir, en fait, de fichier de titre correct, et c'est ce que vous voulez que vos utilisateurs, bien, oui, vos utilisateurs voient quand ils parcourent l'application. Donc, quoi d'autre? Maintenant, je vais aborder le fichier, je vais aborder comment on appelle, le fichier JSON, ok? Donc, je vous ai expliqué un peu rapidement la structure d'une page HTML. Je vous ai expliqué le périmètre du projet, la structure d'une page HTML. Et maintenant, on va aborder le fichier JSON. Parce qu'il est très important de comprendre, en fait, ce que ça veut dire. Et j'aurai toujours mes deux écrans côte à côte parce que je trouve qu'il est très important d'avoir toujours le résultat. Mais bon, donc, qu'est-ce qu'on a dans le fichier JSON? Ok. Le fichier JSON, en fait, c'est un fichier. JSON, en fait, je peux dire, c'est une structuration des données. Il faut considérer vraiment pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle, ceux qui n'ont pas de notion d'objet, de langage orienté objet, ça peut être difficile. Mais il est important ici de comprendre que votre fichier JSON, c'est vraiment, en fait, le fichier JSON, c'est vraiment quelque chose de très important et ça facilite vraiment beaucoup de travail. C'est pas pour vous embêter, pour faire quoi que ce soit. Bon, avant, ça ne faisait pas partie, en fait. C'est quelque chose qui est ancien, mais ça ne faisait pas partie de certaines, je peux dire, certaines priorités chez les programmeurs. C'était comme quelque chose de normal, en fait. On apprenait ça au fur et à mesure. Mais moi, je vais apprendre ça, je vais vous montrer ça à la base. Parce que je peux vous dire que si vous connaissez le JSON, vous allez être capable de manipuler beaucoup de données, de créer vos propres données aussi, de les manipuler, de structurer vos données et de comprendre aussi vos pages facilement. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer ici dans le JSON? Le JSON, c'est vraiment, comment on appelle ça? En fait, l'acronyme, c'est un acronyme qui veut dire JavaScript Object Notation. Donc, c'est une façon de formater et de transformer et de transporter plutôt les données. C'est-à-dire que c'est une façon d'avoir les données
et de pouvoir les partager facilement entre différentes plateformes. Donc, c'est facile vraiment de comprendre le JSON quand vous comprenez la notion d'objet. Et je vais ici vous donner des notions rapides de JSON, par exemple. Ici, quand vous allez dans ce fichier alphabet.json ici, que je vous montre là, dans ce fichier alphabet.json, vous allez voir les brackets là. Vous voyez ça? Je ne sais pas comment. Ouais, les accolades. Je pense, comme on dit. Donc, vous allez voir les brackets là. Ici, une braquette ouvrante jusqu'à une braquette fermante ici à la ligne 80. Ça veut dire que ce fichier JSON va me renvoyer un tableau. Ça veut dire que ça c'est un tableau ou bien une liste, comme on dit. Mais pour considérer que c'est une liste. Voilà. On dit que ça c'est une liste. Et maintenant, dans cette liste, vous voyez, il y a plusieurs accolades ici qui sont séparées par des virgules. Chaque accolade là est un objet. Donc, un objet est donc constitué attribut valeur. Vous voyez, des couples attribut et valeur. Donc ici, vous allez voir l'attribut de chacun de ces objets ici a un attribut lettre et une valeur. Donc ici, le premier objet ici, lettre, letter et valeur A. Donc c'est le A, le B et C. Et on a fait ça. J'ai fait ça pour toutes les les lettres. Donc, c'est en fait à partir de ce fichier que je vais souvent tirer mes lettres. Vous voyez, vous allez voir dans la suite. Et je peux ici, comme vous avez vu, j'ai parlé du projet tout à l'heure, le périmètre du projet. Vous avez vu que dans le périmètre du projet ici, ce qu'on doit faire, par exemple, c'est d'afficher des consonnes, d'afficher des voyelles. Je peux le définir dans le fichier JSON, en fait. Donc, je peux le définir dans mon fichier JSON pour que, par exemple, ici, je peux dire que je peux ajouter un nouvel attribut pour me dire que ça, c'est une consonne. Par exemple, je peux dire que je peux expliquer, je dis, en anglais, c'est comment on dit, bon, disons, c'est une voyelle. Is vowels. Je crois. En anglais, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Je crois qu'en anglais, je crois qu'on dit vowels. Vowels. Bon, je pense. Donc, je dis is vowel, ça veut dire que c'est une voyelle. Donc, je dis le A est une voyelle. Je mets true pour dire oui, le A est une voyelle. Donc, je copie ça, par exemple. Ouais. Je mets ça, j'ajoute ça 26 fois jusqu'à, bon, ici, le B, c'est false, parce que le B, c'est pas une voyelle. Le C, c'est false. C, c'est pas une voyelle. Le D, c'est false. Le E, c'est true, parce que E, c'est une voyelle. Donc, je vais faire cela jusqu'au Z. Donc, ça, c'est pas, vous n'avez pas vraiment le but ici, mais c'est ce que je vais faire. Donc, je le fais et ensuite, je reviens vers vous. Donc, quand on revient ici, donc ici, j'ai ajouté tous les... ici, j'ai ajouté partout j'ai ajouté l'attribut isVoyel. Bon, j'ai mis le S ici. Bon, ce que je peux faire avec mon truc, je dis tous les isVoyels, je mets sans S, ok? Je remplace ça en plateau, ça me dit c'est sans S. Donc ici en fait c'est ça. Donc j'ai mes objets et j'ai défini leurs attributs, leurs valeurs. Ou bien si je les définis moi-même, mais je peux faire cela à partir d'une base de données. Mais comme je vous ai dit ici, on ne va pas utiliser de base de données, on n'utilise que le JavaScript, le HTML5 en fait, le CSS et le JSON. Donc ça sera peut-être fastidieux, mais c'est vraiment pour vous donner les bases de la programmation et pour que vous compreniez ensuite l'évolution dans
seconde version. Là, nous sommes dans la version 1 de Syllabic. OK. Donc, lorsque nous avons notre projet comme ça, nous avons notre page HTML qui est prête, nous avons notre page, notre alphabet. Maintenant, normalement, nous voulons avoir, je peux dire, une structure de notre projet. Et comme je vous ai déjà montré en fait la structure d'une page HTML et tout, je ne vais pas aller, comment dire, je vais pas recommencer le tout. Je vais tout simplement ici donner, en fait, copier-coller une structure que j'ai déjà créée au préalable et vous montrer le résultat et vous expliquer le résultat, ok? Donc, ici, j'espère que vous voyez toujours l'écran. Oui, donc, vous voyez que dans la structure que vous avez dans votre écran, lorsque je recharge la page, par exemple, lorsque je charge la page, je mets Syllabic version 1. Donc, Syllabic version 1, nous sommes là en train d'apprendre donc Syllabic. Vous voyez, ça sera ce que vous voyez à votre écran, c'est vraiment comment on appelle, le squelette de l'application finale. C'est-à-dire que la zone que vous voyez en, je peux dire en vert, dans quelle couleur ça? En tout cas, la zone qui n'est pas blanche au milieu là, c'est dans cette zone-là qu'il y aura vraiment toutes les données affichées, tous les apprentissages. Et vous voyez dans les zones side ici, ce sont les à côté, à gauche, à droite, hein, et on a ici en bas. Donc, ça c'est la structure de base. Et je vais rendre cette structure de base un peu plus, je peux dire un peu plus conviviale, hein, un peu plus, je vais la rendre, en tout cas, je vais l'améliorer juste un peu. Parce que je ne vais pas aller trop dans la mise en forme, le design et tout. Mais vraiment, c'est juste pour que vous compreniez très rapidement la structure. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que il y a le doctype toujours. Normalement, les deux écrans sont affichés là. Il y a le doctype que vous voyez là. Le doctype ne s'affiche pas. C'est seulement à partir du body ici que vous voyez les choses affichées. Sauf peut-être aussi la partie titre ici, que vous voyez en haut là. Vous voyez ici en haut la partie titre. Mais la partie body, c'est elle que vous voyez affichée là. Et lorsque nous sommes ici quand je me mets dans la partie head, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça un peu. Dans la partie head, il y a le meta, il y a le chart set ici. Normalement, moi, j'aime trop je vais le mettre en haut là, mais bon. Il y a la partie aussi Meta Viewport et qui permet vraiment de prendre en compte les différentes, comment on dit, largeurs, les différents types d'écran, prendre en compte les différents types d'écran. Et il y a la partie link. Ici, c'est pour importer les fichiers externes. Par exemple, ici, j'importe le fichier CSS qui est appelé styles. Donc, style sheet, ça c'est le type. Style sheet, ça veut dire, c'est ça en fait, c'est le CSS, le fichier de style. Et c'est ça que j'importe ici. Vous voyez? Donc, vous aurez vraiment, ce sont des choses comme ça que vous aurez à gérer dans une page HTML. Ouais. Ça, c'est vraiment que le début, parce qu'ensuite, il y aura à importer les fichiers JavaScript aussi. OK? Et maintenant, dans le body, et c'est vraiment dans le body que j'ai mis qu'il y a tout ce qui est affiché ici. Je dis ici div. Une div, c'est un bloc, hein, une division, si vous voulez. En tout cas, c'est un bloc. Et je dis que cette division-ci, dans cette division, je l'ai appelée header. J'ai créé une classe header
que j'ai mis dans cette vision. Et cette classe header est définie dans le fichier style. Quand vous venez dans le fichier style ici, vous cherchez la classe header, là voilà. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est vraiment ici, il y a dans le CSS, il y a le row. J'ai défini ce que j'appelle le row et tout. Il y a plusieurs choses que j'ai définies là. Ici, par exemple, la div, là, je l'ai appelé row. Mais c'est une façon de faire. Il y a plusieurs façons. Donc, j'ai ici le header, j'ai ici mon row, parce que dans mon row, il y a column side, il y a la colonne. Chaque partie ici, side, menu, bien, et side ici, c'est une colonne. Donc, je dis que ça, c'est une colonne, ça, c'est, et cette colonne, donc je dis que c'est une classe colonne qui s'appelle, qui est aussi, qui est dans un côté qui s'appelle, que je mets side. Et ensuite vient la classe colonne toujours ici, middle, c'est la classe du milieu. Et ensuite, c'est pour le bloc du milieu. Et puis pour le bloc de l'autre côté, toujours column side. Donc c'est ça, en fait. Bon, je peux mettre ici side left. Et ici, side, je mets right. OK? Donc, lorsque je fais comme ça, on voit bien qu'il y a side left et side right ici. Et en bas, dans le footer, j'ai ajouté la BIC 2022. Donc, c'est ça. J'ai dit que c'est une classe que j'ai appelée footer. Et que j'ai pour dire que c'est une classe que j'ai mis, que je mets en bas comme pied de page, footer. C'est pied de page. Donc, pour l'instant, ici, bon, je vais changer. En fait, ça, c'est vraiment pour vous montrer la structure. Parce qu'ensuite, je vais devoir vous définir, par exemple, la page tout entière avec les menus. Parce que ici, justement, je vous ai dit, par exemple, ici, quand vous regardez la partie dans le code, ici, c'est le code HTML qui est là. Vous voyez ici la partie div, la div qui est au milieu. Je lui ai rajouté aussi, il lui a assigné aussi un identifiant que j'ai appelé app. C'est là vraiment qu'il y aura l'application. Et le menu, je lui ai aussi donné un identifiant menu. Et les autres parties du contenu, j'ai appelé content. Donc, c'est-à-dire que ça sera vraiment, ça c'est, quand il dit identifiant, il n'y a qu'un seul identifiant dans une page par bloc, dans une page HTML. Donc, en tout cas, si vous avez plusieurs identifiants, il y aura, si vous faites valider votre page, vous allez voir qu'on va vous dire qu'il y a une erreur. Parce que s'il y a une identifiant, s'il y a par exemple deux blocs qui s'appellent div, qui s'appellent plutôt ID, donc si vous avez une autre balise ici que vous appelez, à qui vous donnez, en tout cas qui reçoit un ID, bien un identifiant égal à app, ça vous dit qu'il y a une erreur, ok? Quand vous essayez de valider la page par les outils qui sont en ligne. Donc maintenant, c'est vraiment ça. Donc, la prochaine étape, ça sera vraiment de parler du menu. Je parlais de menu et de tout le reste. Donc, ici, il y a quand même eu quelques évolutions dans l'application. Et je vais vous montrer donc rapidement ce que c'est. Donc, lorsque on essaie de mettre tout ça en forme, lorsque tout ça a été, on a essayé de mettre tout ça en forme et tout, voilà, en fait, le résultat qu'on obtient, ok? Donc, j'ai enlevé ici les sides et tout, les mots qui étaient là, côté à gauche, à droite, side et tout. Et ici, j'ai ajouté un menu, simple, menu. Et dans ce menu, j'arrive ici, par exemple, dans les lettres, j'affiche toutes les lettres de l'alphabet. Et j'ai un petit wireframe ici, je crois qu'on appelle ça fil d'Ariane. Donc, en fait, le wireframe là me permet de, de savoir à tout moment, en fait, où j'en suis. Donc, si je sais que si vous n'avez pas besoin de cela, bon, vous ne le faites pas, en fait. Mais là, ça me permet de savoir où j'en suis ici, par exemple.
Et je dis aussi, quand je veux afficher les lettres de l'alphabet, j'affiche les lettres de l'alphabet, j'affiche les voyelles, par exemple, j'affiche les consonnes. Et ensuite, je peux aller dans les jeux, j'affiche le jeu, connais-tu cette lettre? J'affiche le jeu, peux-tu prononcer cette syllabe? J'affiche le jeu, peux-tu dire ce mot? Donc, c'est vraiment, je peux dire, quelque chose de très intéressant pour, en tout cas, cette partie est vraiment très intéressante. Donc, on peut déjà ici, je peux dire se projeter dans le projet. Je vais essayer en fait ici de vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Ce que je vais essayer ici de vous expliquer, c'est vraiment que il faut toujours avoir, justement, comme je vous ai dit au départ, il faut toujours avoir une structure, c'est-à-dire il faut toujours connaître ce qu'on attend de vous, bien ce que le projet doit donner comme résultat, ou de connaître les extrants de votre projet, donc ce que vous voulez comme résultat. Et ensuite, il faut structurer votre projet. Donc, et c'est très important en plus quand c'est la partie design. La partie design du projet c'est vraiment la structuration. C'est très important de savoir exactement comment, par exemple, de prévoir comment les utilisateurs vont euh, s'approprier le projet, comment ils vont naviguer dans l'application. Donc, il faut comprendre. Et ça, vous pouvez essayer de le définir aussi avec les utilisateurs eux-mêmes, bien les clients. Mais savoir, il faut toujours être sûr. Parce que si vous proposez quelque chose que les utilisateurs ne vont pas aimer, ou bien c'est quelque chose qui n'aura pas d'impact, de valeur ajoutée dans le travail des utilisateurs, ça ne sera pas utilisable, ça sera frustrant plutôt. Donc, il est très important, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est très important de structurer votre projet. Ici, j'ai structuré donc le projet ici en définissant les menus. Par exemple, ici, quand je définis le menu, je le définis pas au hasard, je le définis en haut parce que je vais avoir assez d'espace en bas pour afficher les lettres, les chiffres, les alphabets et tout. Je vais avoir cet espace. Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème en fait, dans l'affichage. Donc, je prévois déjà que il y aura une partie pour gérer les menus et une partie pour gérer les affichages. Vous voyez, c'est très important de faire ce genre de prévision au départ. Ensuite, il y a la partie alphabet. Hein? Qu'est-ce que je dis? Il y a la partie, donc quand il y a le menu, et ensuite il y a la partie wireframe, c'est-à-dire la partie, je peux dire, fil d'Ariane, comme on voit ici avec le mot accueil en bas là. C'est très important d'avoir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que en tout cas, par exemple, ici dans accueil, peut-être je n'ai pas tellement besoin parce que ici il y a déjà une mise en évidence du mot accueil. Mais dans la lettre, ici, dans la tabulation, bien dans l'onglet lettres ici, lorsque je clique sur alphabet, je ne, si même si le mot lettre est en évidence, ça me dit que je suis dans la section des lettres et ça ne me dit pas vraiment si où je suis ici, c'est dans les voyelles, les consonnes de l'alphabet. En tout cas, ça ne me dit pas exactement. Mais il faut donc que quand j'ajoute cette information ici, ça me dit vraiment, ça me montre vraiment que en tout cas, l'utilisateur sait que oui, il est dans alphabet. Ok. Peut-être parfois il y aura un certain affichage qu'il ne va peut-être pas comprendre. Il va se poser mais c'est quoi? Et cette partie de ce wireframe, ce fil d'Ariane va lui permettre de comprendre, ah, ok, je suis ici. Bon, peut-être, ça pourrait peut-être apporter d'autres questions qui permettent d'améliorer en réalité ce type de projet. Parce que, en fait, ce type de projet, ce sont des projets que peut dire, qui évoluent souvent. Donc, par exemple, à partir de la navigation, bien du travail que l'enseignant va faire, il va se rendre compte qu'il aura peut-être besoin d'autres petites fonctionnalités. Et c'est là, et on pourra les ajouter, par exemple, au fur et à mesure. Vous voyez, bon, c'est un enseignant virtuel. Donc, bon, quoi qu'il en soit, il est important ici de comprendre cela. OK. Partout ici. Donc, quand je mets mon menu ici, je définis que
classe, et maintenant aussi, pour mettre en évidence, par exemple, une lettre ici, je définis que la classe, par exemple, quand on parle dans le code HTML, la classe active dans le code HTML ici me dit que, par exemple, accueil est actif. Maintenant, ce que vous devez comprendre dans tout ça, c'est que accueil est actif seulement lorsque je suis actif. La classe, je mets la classe active seulement dans la page index.html. Parce qu'en réalité, chacun des, quand je clique, chacun des éléments du menu ici, chacun des éléments du menu ici, bien du sous-menu ici, du menu ici, accueil et du sous-menu. Parce que accueil, c'est la page d'accueil, donc la page index, comme vous voyez ici dans le truc. Et chacun des éléments ici est représenté par une page entière. Vous voyez? C'est ça, en fait, avec le HTML. Et comme je l'ai dit, peut-être certains vous allez trouver ça fastidieux aujourd'hui, mais ce sont les bases du HTML que vous devez apprendre. C'est-à-dire que, et quand je mets maintenant, pour pouvoir aller de ma page accueil vers ma page alphabet, par exemple, je dois mettre une barre, on dit une balise A, vous voyez, qu'on appelle c'est l'encre, c'est comme une encre, c'est pas quoi. Donc, la balise A et le href, ça me dit, c'est la référence, ça me dit, je dis ici au navigateur que lorsque tu trouves le mot alphabet, ce mot en particulier, il peut y avoir plusieurs mots alphabet ici, mais je lui dis, dans ce mot, quand tu vas trouver le mot alphabet, entouré par la balise A, quand je vais cliquer sur ça là, quand je vais cliquer sur ce mot alphabet entouré par la balise A, je veux que tu m'envoies dans la page alphabet.html. Et c'est ce qui arrive ici. Lorsque je clique sur alphabet, si vous regardez dans l'entête ici, vous allez voir alphabet.html. C'est ce que je suis en train de lui dire ici. Pareil pour voyelle. Pareil pour consonne. Consonne, bon, j'ai mis les mots en anglais là. Vous voyez? Pareil pour connais-tu cette lettre, game, j'ai appelé game letters et tout. Connais-tu ce mot game syllables? Connais-tu, bon, game words et tout, game syllables, game words. Donc, c'est important de savoir structurer cela. Et ces pages HTML sont vraiment structurées, en tout cas dans la structure de mon projet, j'ai ajouté ces pages HTML dans, je peux dire, la racine de l'application. Mais c'est pas toujours conseillé, mais comme je vous dis, c'est un projet de base là, c'est un projet de base, donc c'est vraiment pour ne pas vous casser trop la tête là. Hein? Attendez, je vais essayer quelque chose. Parce que il est quand même important que vous puissiez voir la structure de la page, comment elle a un peu changé. OK? Voilà. J'espère que vous voyez maintenant l'écran. Voilà. Dans l'écran que vous voyez en ce moment, vous voyez bien qu'il y a les fichiers que j'ai ajoutés, alphabet, consonants, game letters, ce sont pour les jeux, game letter, game syllable, game word, words, index existe toujours et voyelles. Donc, toutes ces pages-là, tous ces fichiers sont là et sont, je peux dire, liés les uns aux autres grâce aux encres, grâce à la balise A et à son href en particulier. Donc, c'est très important de le comprendre, la balise A et href. OK? Bon. Maintenant, quand j'ai parlé du menu, c'est vraiment la partie la plus importante ici pour l'instant. Ensuite, j'ai parlé du watermark ici. Donc, en tout cas, j'ai parlé du fil d'Ariane ici. Et dans la suite, dans la prochaine vidéo, ou bien dans la prochaine leçon, on va parler du
contenu. Donc, par exemple, lorsqu'on clique dans la balise d'accueil, qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, ce sera un message d'accueil. Comme ici, j'ai mis ici message d'accueil. Donc, ça sera un message d'accueil. Lorsqu'on clique sur alphabet, il faut qu'on nous affiche toutes les lettres de l'alphabet. Et lorsqu'on applique, on va cliquer sur connais-tu cette lettre? Connais-tu prononcer cette lettre? On aura tous ces jeux. Mais donc, la première partie sera de terminer, en fait, de faire, bien sûr, l'affichage du message d'accueil ici, et ensuite de faire les trois éléments qui sont, oui, de faire les trois éléments du bloc des lettres. Ça sera la prochaine étape. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.